Bonsoir, bienvenue au Point. Il se dit le descendant de Mahomet et pourtant le monde occidental le voit comme le meilleur rempart contre l'intégrisme islamique. Aujourd'hui, dans notre série de reportages sur la montée de l'islam intégriste, nous vous présentons le portrait du roi Hassan II et de son pays, le Maroc. Après l'Algérie et son front islamique du salut la semaine dernière, voici un pays où la situation est nettement meilleure. Pourtant, comme en Algérie, le pouvoir politique au Maroc est depuis plus de 30 ans concentré entre les mains d'un même groupe. En fait, d'un seul homme, le roi Hassan II. Mais à la différence de beaucoup de leaders du monde arabe, Hassan II a très tôt permis dans son pays une certaine forme d'opposition démocratique. Ce soir d'ailleurs, vous allez l'entendre, cette opposition, et c'est en grande partie parce qu'une opposition peut s'exprimer au Maroc que l'islam radical n'a pas encore prise là-bas. Mais il y a ceux aussi qui disent qu'au contraire, même au Maroc, tout est en place pour une explosion de l'islam intégriste. Ce soir donc, Georges Amar et Achille Michaud nous décrivent où s'en va le Maroc du roi Hassan II. Je vous laisse juger. Le Maroc est un cas à part. C'est l'une des monarchies les plus vieilles du monde, plus ancienne que la britannique. Le roi régnant n'est pas issu d'un coup d'État. C'est un monarque au pouvoir absolu. Pourtant, il parle quotidiennement de démocratie. Le Maroc est différent des autres pays arabes aussi parce que son chef, le roi, est également un leader religieux. Il est le commandeur des croyants. Quand il voyage dans son pays, qu'il se déplace d'un palais à l'autre, la vie s'arrête pour le regarder passer. Il sait qu'on l'aime, mais il sait aussi que n'importe quoi peut arriver. Plus de 30 ans de pouvoir, on le dit dur. Pourtant, les Marocains disent qu'on est mieux chez eux que dans les autres pays arabes. Il est du monde arabe, mais il a tourné son pays vers l'Occident. Où sont partis les bagages? Où sont partis les bagages? Arabes. Hassan II, c'est une enfance marquée au fer d'une éducation à la française. C'est aussi une enfance passée sous le protectorat français, où son père, le roi Mohamed V, doit composer avec un pouvoir étranger afin de survivre politiquement. Hassan II connaît toutes les tractations politiques auxquelles son père est mêlé. Désigné prince héritier, il n'a pas encore 20 ans lorsqu'il va en France demander l'indépendance. C'est considéré qu'à la base de tout système diplomatique qui pourra unir le Maroc et la France, il doit préexister comme une condition sine qua non, une interdépendance de cœur. C'est celle-là qui conditionnera toutes les autres. En 1956, le Maroc obtient son indépendance. Le peuple voue une affection sincère au roi Mohamed V. Le prince Moulay Hassan sera le complice et l'homme de confiance du roi. C'est comme ça qu'il fera l'apprentissage de la politique et du pouvoir. 1961, Mohamed V meurt à un moment où Moulay Hassan s'y attendait le moins. Désemparé, il dira plus tard qu'il a dû à la fois enterrer un père et un prince héritier qui ne pensait jamais accéder au trône. C'est un père que j'adorais parce que nous étions devenus, avec tout le respect que l'on doit à son père et à son roi, nous étions devenus comme de très grands amis. Et au fur et à mesure que l'âge, que le temps passait, la différence d'âge qui était de 20 ans diminuait naturellement. Et c'était pour moi un cataclysme. Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, amour qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour essayer de lui succéder. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du tiers-monde, il instaure le multipartisme. Eux misent sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture.
Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le tiers-monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Rappelons-nous l'époque. Pourquoi avez-vous fait des choix complètement à l'opposé des courants de l'époque? D'abord parce que j'estime qu'il y a dans ces choix un minimum de culture. J'ai eu la grande chance d'avoir une double culture aussi solide d'un côté que d'un autre. Et grâce à Dieu, c'est cette double culture aussi solide, bipolaire, mais aussi solide, dans les deux pôles, qui m'a mis à l'abri. Parce que ceux qui ont choisi n'étaient pas des incultes, je ne dis pas. Non mais, c'est un des éléments. Et ça vous a suivi, ça a suivi le Maroc encore aujourd'hui, ces deux tendances, oui. L'arabisme. Je voudrais revenir à ça plus tard, mais donc vous avez fait ces choix importants, vous avez mis Au début, ce n'était pas des choix. Car je n'avais pas de référence à l'époque, je n'avais pas de référence de pays ayant échoué parce qu'il avait choisi le dirigisme. Nous en étions au début. C'était pas un choix en réalité. C'était une sorte d'instinct migrateur qui faisait que j'avais répulsion pour certaines idées et attirance pour certaines autres. Sa monarchie, au début, sera fastueuse. Il ne réussira pas à éviter le népotisme, le favoritisme et les intrigues de palais. Sa légitimité est fragile. Le 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'1 millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'État. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du coup raté en préparent d'autres. Encore un militaire, le général Oufkir, ministre de la Défense, proche collaborateur de Hassan II, qui mènera lui aussi un autre coup d'État. 1 an plus tard, la chasse marocaine, sous les ordres d'Oufkir, tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France. Ici aussi, il survit par miracle. Ça fait 20 ans maintenant. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers? Certains qui étaient des collaborateurs assez proches, je pense au général Oufkir, mais aux autres aussi. 20 ans plus tard, est-ce qu'on garde... Oui, mais voyez-vous, alors, on ne peut pas... Déjà, quand on est... Tout homme a son double. Nous sommes tous des schizophrènes ou des gens ayant l'ubiquité, mais grâce à Dieu, qu'est-ce que l'équilibre? C'est le fait que nos passions contradictoires n'arrivent pas à l'exacerbation. Nous sommes tous contradictoires les uns avec les autres. Autrement, on s'ennuierait au fond de nous-mêmes. Oui. Alors, il y a l'homme qui a souffert de l'ingratitude, mais il y a le roi du Maroc qui s'est dit, bon, nous avons essuyé 2 cyclones effroyables, 2 tornades, l'une après l'autre en moins d'1 an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Comme si Dieu voulait que nous repartions sur un nouveau pied, avec une nouvelle analyse, avec une nouvelle prospective et une nouvelle introspective. Introspective, vous êtes-vous dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je devrais faire? Qui ne le ferait pas. Oui. Qui ne le ferait pas. Vous avez changé beaucoup de choses. Vous savez, je n'ai pas décidé de changer beaucoup de choses. Je me suis dit que dans mon cheminement, j'ai laissé mon instinct me faire changer un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas prétendu changer la nature humaine, car il y a eu des ingrats, il y a des ingrats, et il y aura toujours des ingrats. Le roi change, consolide son pouvoir. D'un côté, il châtiera sans pitié. La femme et les enfants du général Oufkir, par exemple, passeront 17 ans en prison,
Ils n'ont été libérés que dernièrement. De l'autre, il va montrer une étonnante grandeur d'âme. Beaucoup des auteurs des tentatives de coup d'État seront graciés. Mais dans l'ensemble, la survie du régime se fera au détriment des droits de l'homme. Des organisations internationales dénoncent de nombreuses violations des droits. Internement dans un bagne secret comme Tazmamart, torture, disparition. Si Hassan II favorise les débats politiques en permettant le multipartisme, il est bien entendu que ce n'est pas pour mettre en question la monarchie. C'est une personnalité exceptionnelle. C'est une grande intelligence, encore une fois. S'il s'est maintenu sur le trône depuis si longtemps, c'est parce qu'il est intelligent. Et il s'est témoigné à l'occasion d'un grand courage physique. Il a été remarquable dans des circonstances où vraiment sa vie ne tenait qu'à un fil. Donc c'est une personnalité exceptionnelle, assurément. Mais c'est un homme qui fait peser sur son pays une dictature implacable. C'est un homme qui n'accepte pas que son pouvoir soit mis en question. Il n'en lâche pas une miette de ce pouvoir et il écarte ou il abat impitoyablement tous ceux qui lui contestent une parcelle de ce pouvoir. Il y a deux rois. Je crois qu'il y a eu le premier Hassan II jusqu'aux attentats contre lui, dramatiques, en 71-72, les deux attentats qui ont failli non seulement le renverser, mais le faire disparaître. Et à mon avis ensuite, c'est devenu un homme tout à fait différent, avec une vision en effet donc de l'exercice du pouvoir et on dirait, la rigueur que ça imposait, tout à fait nouvelle, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors, dans un premier temps, il s'agissait, j'imagine, pour lui, de quelque part de consolider son pouvoir. Il était en effet, encore à l'époque, contesté et probablement extrêmement attaqué. Et le grand tournant, c'était 75 et la marche verte, vous savez, donc quand il a lancé 350 000 personnes en direction du Sahara, qui était encore occupé par les Espagnols. Ça lui a conféré, je veux dire, comme il le dit, De Gaulle et son 18 juin, là, il dit, moi j'ai eu la marche verte. Et ça a conféré, je veux dire, une espèce d'aura et de légitimité qui ne s'est jamais démenti depuis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la monarchie est quelque chose que personne, même parmi les opposants, je veux dire, enfin les gens qui contestent la personnalité du roi, personne ne la remet en cause. Je vais vous dire, c'est un pays de l'Ouest, de l'extrême-Ouest du soleil couchant. C'est comme ça que ça se dit, hein, le Maghreb. C'est là, c'est sur l'Atlantique. Et forcément, ça ne va pas se comporter comme dans d'autres endroits. Le Marocain, c'est un homme à la fois extrêmement traditionnaliste, une partie de son temps, et qui ne rêve que des temps modernes. Pendant que les autres pays de la région s'embourbent dans des modèles politiques sclérosés, le Maroc, au moins, donne l'apparence de faire mieux. Le 25 juin dernier, les Marocains participent aux élections législatives afin d'élire les 2/3 du Parlement. C'est, disent les observateurs, le scrutin le plus honnête de l'histoire politique du pays. L'opposition remporte 91 sièges sur 222, mais aux élections du dernier tiers des députés, l'opposition dit qu'il y a eu tripotage. Il y a eu une intervention, mais alors d'une façon très directe de l'administration et notamment du ministère de l'Intérieur. Vous dire qu'on a imposé des candidats favorables au roi. On a imposé des candidats, tout le monde. Mettre le roi dans cette histoire-là, c'est toujours très difficile. Ah oui, vous savez, je veux dire. De l'administration. Le ministère de l'Intérieur a mis des candidats pour fabriquer un parlement. Donc on voit tout ce gâchis. Finalement, c'est un gâchis, puisque notre pays a dépensé énormément d'argent, énormément d'énergie. Nous avons soulevé un espoir réel chez le peuple marocain, et puis finalement,
les partis majoritaires dans le pays se trouvaient minoritaires dans les institutions. Malgré cela, le roi réunit les partis d'opposition dans l'un de ses palais et leur propose d'entrer au gouvernement en leur offrant 29 ministères sur 33, c'est-à-dire tous les ministères, sauf ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice, ainsi que le poste de Premier ministre. L'opposition refuse de participer à ce gouvernement. Nous lui avons démontré que ce n'est pas un problème d'arithmétique, qu'il y a là un Parlement dans lequel nous sommes minoritaires. Et avec, on allait être avec un ministère de l'Intérieur qui, lui, est majoritaire dans cette Assemblée, puisque c'est lui qui a fabriqué tous ces mal élus. Donc il y a là quelque chose qui ne peut déboucher que sur des crises graves. Et nous avons voulu éviter à notre pays une crise grave. La question était d'abord d'assurer des élections libres et de constituer un Parlement qui soit crédible, qui ne soit pas faussé. Ce que l'on pourrait qualifier de tentative sérieuse de démocratisation échoue. Le roi ne contient plus sa déception. Dans un discours à la télévision, il déclare « J'ai à cœur d'épargner au pays l'amertume que j'éprouve. » Cette amertume est celle du professeur qui ne réussit pas à communiquer ses convictions. Je pense personnellement qu'il y a eu un misunderstanding c'est plus fort à mon esprit, dans mon expression, qu'une incompréhension ou qu'une équivoque. C'est plus une non-compréhension, car moi je visais loin. Et peut-être que les partis politiques pensaient que c'était un projet qui devait vivre 2 ou 3 ans. J'estime que les meilleures démocraties sont celles qui se mettent à l'abri, tout en étant dans le multipartisme, qui se mettent à l'abri d'un pluralisme échevelé. Un bon bipartisme. Avec ses nuances, d'un côté comme d'un autre, qui amène l'alternance d'elle-même. Oui, comme Canada aux États-Unis. Canada comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Au Canada, dernièrement, il y a une émergence de petits partis régionaux. Enfin, je souhaite que vous... Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais ça faciliterait tellement les choses pour les Canadiens que de revenir à une bonne bipolarisation. Comme ça, on ne se perd pas dans les rues. Mais ce refus de l'opposition en ce moment ici, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une étape difficile et qui va retarder votre marche vers la démocratisation encore plus grande du pays? D'abord, quand je vous parle d'amertume, dites-vous que ce n'est pas une amertume objective, c'est une amertume subjective. Donc, elle se dépouille de toute critique. Je suis païen, Dieu me pardonne que lorsqu'il s'agit de mon pays, et je suis païen aussi lorsqu'il s'agit de mes compatriotes et de mes concitoyens. Je les aime trop pour leur en vouloir. Et je pense qu'ils me rendent les mêmes sentiments. Disons que ce n'est pas encore le moment. La politique, c'est comme les récoltes. Il leur faut leur temps. Mais parfois des sécheresses aussi. Il forme finalement un gouvernement de technocrates. Les titulaires des postes importants qu'il n'avait voulu céder à l'opposition sont les mêmes. Seule nouveauté, un ministère des droits de l'homme qui reçoit la considération d'Amnesty International. C'est devenu un point d'orgue actuellement dans le concert des nations. Et plutôt que de laisser les éléments constitutifs de ce ministère éparpillés à droite et à gauche, j'ai préféré rassembler tout cela en un ministère pour bien montrer que le Maroc, bon, s'il avait fait des erreurs, était non seulement prêt à les réparer, mais surtout à ne plus les répéter. Et c'est pour ça que j'ai institué un ministère des droits de l'homme.
Comparé à l'Algérie, le Maroc est pour l'instant un havre de paix sociale. Le fondamentalisme, en effet, ne semble pas encore y avoir beaucoup d'emprise sur la population. Au Maroc, l'islamisme n'est pas une menace. Pourquoi? Parce qu'il y a des partis politiques qui expriment et la révolte sociale, les socialistes en particulier, l'USFP fait ce boulot, ou l'indignation de type religieux. L'Istiklal le fait très bien. Si l'Istiklal n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Il y a un chef d'État qui occupe la sphère religieuse. Et il vaut mieux dans un pays musulman que l'islam ne soit pas laissé en friche. Parce que quand l'islam est laissé en friche, il devient l'intégrisme. N'oubliez pas, dans un pays musulman, le citoyen est d'abord un croyant. Vous ne pouvez pas séparer cela. Et quand vous séparez, quand vous obligez les gens à ne plus être des croyants, vous préparez le lit de l'intégrisme. Ce qu'a voulu faire le Shah d'Iran, ce qu'ont essayé de faire les Algériens, avec les résultats qu'on connaît. Pourtant, il y a au Maroc les mêmes conditions qui ailleurs ont favorisé l'éclosion du fondamentalisme. L'inégalité sociale criante, par exemple. 150 000 diplômés sont sans emploi. 300 000 personnes chaque année arrivent sur le marché du travail. 25% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, sans parler des riches qui, de l'aveu même du roi, ne paient pas assez d'impôts. Nous avons des raisons d'exploser beaucoup plus graves que d'autres, parce que les inégalités sont très criantes maintenant. Le chômage a grandi, la misère aussi. Nous avons l'un des chiffres les plus élevés des gens au-dessus de la pauvreté absolue. Et nous avons des gens qui se sont enrichis en quelques années d'une manière scandaleuse. Et le danger en Algérie est très grave, d'abord pour le peuple algérien et pour l'Algérie qui est notre voisin et le pays avec lequel nous souhaitons construire l'union du Maghreb. Tout est possible, c'est pour cela que nous disons la seule barrière à toute violence, c'est la démocratisation. « 60% de la population du Maroc a moins de 30 ans. Partout dans le monde arabe, ce sont les jeunes qui sont le fer de lance du mouvement fondamentaliste. Si les intégristes sont en voie de l'emporter en Algérie, c'est qu'il y a eu la dictature du FLN pendant 30 ans, la corruption et la répression. Et je pense que la corruption et la répression marocaine font le lit des intégristes. Exaspérés par un horizon économique et social bloqué, les jeunes du Maroc aussi descendent parfois dans la rue. Les dernières émeutes à Fès en 1990 ont été violentes et la répression l'a été également. C'est ça, je crois qu'il a le sentiment que c'est un pays qu'il faut tenir. Un pays un pays fragile, marqué par des divisions, des tentations de division constantes. Et la chose qui est probablement pour lui la plus angoissante, c'est de se dire qu'il faut rendre un certain nombre de mesures, de réformes irréversibles avant qu'il quitte le pouvoir. Le facteur temps est quelque chose pour lui d'essentiel. Il est obligé d'une véritable course avec ce temps. Je vous dis, pour rendre les choses absolument irréversibles, pour éviter que le Maroc ne devienne une espèce de pays qui risquerait d'éclater. La quatrième est restée au lit, elle dort encore. Mohamed V disait que les relations entre le roi et le peuple du Maroc étaient à la fois conflictuelles et affectueuses. Hassan II vit cette relation particulière avec les Marocains depuis maintenant 33 ans. C'est l'un de ses fils qui prendra sa succession au trône. Est-ce que vous
parfois vous inquiétez ou vous interrogez sur la voie que suivra le prince héritier. Vous savez, il y a plusieurs écoles dans ce domaine, mais lorsqu'il s'agit d'un père, il n'y a qu'une seule école. On est toujours là, attentif, en disant « je souhaite qu'il fasse un bon parcours ». Je passe mon temps à lui dire une chose, parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal, « le style, c'est l'homme ». Je lui dis, je n'aurais pas dévié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu ait son âme, mais je l'aurais fait à ma façon. En essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je ne l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but, la façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme.